Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire ZenChef. Alors aujourd'hui, on a décidé d'organiser un webinaire pour vous aider sur un sujet qui est très important, enfin deux sujets même très importants d'ordre juridique. Donc bien sûr, vous avez tous suivi le procès entre le restaurateur Stéphane Manigold et AXA, et vous êtes tous certainement confrontés à des problématiques liées aux assurances en ce moment et à l'indemnisation. Et donc, on s'est dit qu'il serait pertinent de faire intervenir des avocats sur le sujet. Et comme le dernier webinaire animé par Maître Baptiste Roblin avait très bien fonctionné, on a décidé de l'inviter à nouveau cette fois-ci, donc avec l'un de ses collègues. Et je vais les laisser se présenter dans quelques secondes. Je laisse tout le monde arriver tranquillement. Vous êtes encore nombreux à arriver. Merci à tous pour vos messages. Bonjour, ça fait encore plaisir de vous retrouver une nouvelle semaine. Je pense que vous êtes tous déjà bien occupés à préparer la reprise. Et donc, merci de prendre un petit peu de temps dans votre après-midi pour être avec nous. Et puis, on espère que ce sera un temps précieux et utile pour vous aider à préparer la reprise. Et puis, c'est le bon moment aussi pour s'occuper de ces sujets dont vous aurez peut-être moins le temps une fois que vos restaurants auront réouvert. Donc voilà, donc on va essayer d'avancer là-dessus sur l'heure qui vient. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation très rapide de ZenChef pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc notre mission, c'est de défendre l'indépendance des restaurateurs. Donc ça veut dire vous permettre de digitaliser la relation avec vos clients sans perdre votre indépendance. Donc ça veut dire digitaliser les réservations sans avoir à payer de commission et sans avoir à passer par des intermédiaires. On a la chance d'avoir plus de 5000 clients, tout type de restauration, plutôt dans la restauration traditionnelle, des bistrots, des restaurants étoilés. On a plus de 100 chefs étoilés qui nous font confiance et on en est très fiers. Et notre engagement depuis le début de cette crise, ça a été de vous soutenir. Donc pour ceux qui ont assisté à de nombreux webinaires, vous le savez, donc on en organise au moins 1 ou 2 par semaine. Et puis on a également des lives Instagram où on fait intervenir des chefs qui racontent leur parcours avec mon associé Thomas. Et puis d'un point de vue produit, on a aussi décidé de vous soutenir et on a lancé certaines fonctionnalités pendant le confinement, notamment le click and collect pour vous aider à démarrer une activité de vente à emporter dans les meilleures conditions. On a déjà plus de 1000 restaurants qui utilisent ce système. Ça a déjà généré plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est notre manière de vous aider et ça restera gratuit encore jusqu'à la réouverture des restaurants. Et puis prochainement, on va lancer des fonctionnalités autour du sans contact qui vont vous permettre de digitaliser vos menus. On le sait, les menus physiques, papier pourront plus forcément être utilisés pendant un temps. Et donc, on va vous proposer une solution de menu digital, de commande et de paiement sans contact pour pouvoir digitaliser vraiment toute l'expérience client en respectant les nouvelles normes sanitaires. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de ZenChef. Je vais laisser la parole tout de suite et l'écran à nos 2 intervenants du jour. Alors, je vais vous laisser l'écran. Du coup, bonjour Xavier, merci beaucoup de nous avoir réinvités. Et bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ceux qui avaient déjà pu assister à notre dernier webinaire. Moi, vous savez, je suis associé du cabinet DJS Avocats. Je suis spécialisé en CHR, donc les sessions de fonds de commerce, du droit commercial, tout ce qui est contentieux commercial et procédure collective. Et je suis venu aujourd'hui sur ce webinaire avec mon associé Laurent, qui est donc également associé du cabinet DJS et qui lui intervient sur les questions de droit administratif, droit public. Et donc, on intervient toujours ensemble quand on a des questions qui touchent à l'occupation notamment du domaine public pour les restaurateurs, notamment ce qui concerne les terrasses dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne, juste pour vérifier, parce que moi, sur mon écran, c'est un peu étrange. J'ai plusieurs cadres.
qui m'intéresse. Essaye de ton côté peut-être, Baptiste, parce que moi, ça ne marche pas du tout. Alors, je vais prendre la main, on va faire un petit test. Les soucis du live, comme d'habitude. Ouais. Alors, passer mon écran. Sur quoi il faut que j'appuie pour partager mon écran? Alors, sur le bouton Action, Ah, ok, ouais. Activer le partage d'écran. Et j'ai la même problématique, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas du tout. ok, eh bien, je vais le partager chez moi. Ça devrait peut-être mieux fonctionner. C'est AXA qui a embauché des hackers. Voilà, ça devrait être mieux. C'est bon, est-ce que tout le monde voit l'écran? Ok. Baptiste, est-ce que… Désolé pour ce petit souci technique. Alors j'en profite en attendant que Baptiste revienne pour vous donner quelques détails sur le fonctionnement du webinar. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions qui est juste en haut de votre écran à côté de chat. Ce qui nous permettra de regarder toutes les questions d'un coup. Et puis vous pouvez également voter pour les questions et ça permettra de prioriser les réponses si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. Et puis moi, j'en profiterai si jamais il y a des questions en cours aussi pour les poser en live à nos intervenants du jour. Ok. Je commence du coup, Xavier. On fait sans le partage d'écran du PowerPoint, c'est pas très grave, hein. Moi, on peut commencer comme ça, hein. Bah, il y a un vrai problème de connexion aujourd'hui. Je pense que tout. C'est bizarre. Ouais, c'est Internet qui rame beaucoup. C'est le problème, en fait, avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui se connectent pour des raisons professionnelles. Ça va, Xavier? Oui, je suis de retour. Connecté. Non, mais ouais, c'est ce que je disais. Le problème, c'est qu'en ce moment, avec le télétravail, tout le monde est connecté en même temps et ça pose des problèmes sur les bandes passantes. Bon, je pense que là, c'est bon, on arrive à nouveau à se parler. Ok, allons-y. Ok. Alors, j'attaque. Super, merci. Alors, oui, effectivement, Xavier le disait en introduction, une décision très importante à notre sens qui a été rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 mai dernier. Alors, importante, vous allez voir, je vais quand même mesurer un certain nombre de points, notamment sur le volet procédural, mais également sur le fond du droit. Mais c'est une décision qui est intéressante parce qu'elle envoie un signal très fort aux compagnies d'assurance. C'est vraiment un signal fort qui a été envoyé par le tribunal de commerce de Paris, d'autant plus sur justement cet aspect procédural en référé. C'est une décision courageuse et qu'on salue et qui donne bon espoir à de nombreux restaurateurs de voir leur contrat d'indemnisation perte pour la perte d'exploitation fonctionner. Alors, elle est intéressante cette décision parce qu'elle revient finalement un peu au cœur de ce qu'est de garantie de perte d'exploitation. Un contrat de garantie de perte d'exploitation, c'est de venir indemniser ce qu'on appelle la marge brute.
Alors, la marge brute, c'est une notion que vos experts comptables connaissent par cœur. Vous-même, je pense, d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise. C'est cette notion, cette différence entre le chiffre d'affaires, le produit que vous faites, et le coût de revient de vos produits et services. D'accord? Cette différence, c'est ce qu'on appelle la marge brute. Et c'est ce qui a vocation à être indemnisé dans le cadre d'une assurance perte d'exploitation. Alors, depuis le début de la crise, les assurances sont un peu les grands absents de ces différents élans de solidarité qu'on a pu voir. On a pas mal parlé, notamment dans la presse. Et depuis le début, j'ai tendance à dire on ne pourra pas indemniser les conséquences liées à la perte d'exploitation, aux fermetures administratives liées au Covid-19. Alors, elles invoquent tout un tas d'arguments, des arguments juridiques et des arguments économiques. Les arguments juridiques, on va les voir aujourd'hui, on va en parler, on va voir comment est-ce qu'on peut les contourner dans un certain nombre de cas. Et les arguments économiques, grosso modo, ça consiste à dire, de la part des assureurs depuis le début, en fait, ça a trop d'impact, c'est trop important, c'est trop violent, ça concerne trop de personnes et donc on ne pourra pas couvrir parce que ça nous amènerait, nous, en qualité d'assureur, ça nous mettrait en difficulté, on ne pourrait pas assurer ce préjudice-là. Voilà un petit peu le discours qu'on entend depuis le début de la part des compagnies d'assurance. Et donc, c'est pour ça que cette décision du tribunal de commerce de Paris, elle ouvre vraiment une brèche dans cette ligne de front de la plupart des assureurs, et notamment de l'assureur AXA. Mais enfin, il y en a d'autres qui ne sont pas aux abonnés présents depuis le début. Et donc, cette décision, à mon sens, elle pose deux grandes questions aujourd'hui. Des questions qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire des questions en droit. Sur le fond, comment est-ce qu'on indemnise, c'est quoi de perte d'exploitation, et des questions de procédure. Alors, les questions que vous devez vous poser pour savoir si oui ou non votre contrat d'assurance s'applique, si oui ou non votre contrat d'assurance peut couvrir les pertes d'exploitation. Il y a trois séries de questions très simples qu'il faut se poser. La première question, c'est d'abord, est-ce que mon contrat couvre, est-ce qu'il mentionne la question des pertes d'exploitation? C'est la première chose. Alors, dans beaucoup de contrats d'assurance, il y a a priori cette clause. La deuxième question, c'est est-ce que mon contrat comporte des clauses d'exclusion de garantie? On va y revenir là-dessus. Et la troisième étape du raisonnement, c'est est-ce qu'il existe des principes légaux ou jurisprudentiels qui vont nous permettre de contourner ces clauses exclusives de garantie? Parce que c'est ce que je dis toujours aux clients, c'est pas parce que vous avez forcément une clause qui dit que la garantie est exclue dans tel ou tel cas que cette clause s'applique nécessairement. Et donc, vous voyez, si vous vous posez ces trois questions, est-ce que mon contrat couvre les pertes d'exploitation? Est-ce que mon contrat comporte des clauses exclusives de garantie? Et si oui, est-ce qu'il existe des principes légaux ou jurisprudentiels pour contourner ces clauses exclusives de garantie? Vous allez pouvoir décortiquer de manière très opérationnelle votre contrat d'assurance et savoir si oui ou non il va s'appliquer. Alors, il existe en effet 4 grands principes qui vont pouvoir permettre de contourner les clauses exclusives de garantie. Et ces 4 grands principes, on les retrouve, ils découlent en fait d'un article du Code des assurances qui est l'article L113-1. Alors, pour faire simple, j'ai essayé de les synthétiser. Il y a 4 principes qui s'appliquent. Le premier, c'est que toute clause exclusive de garantie, pour être applicable, doit être claire, précise et ne souffrir aucune interprétation. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième principe, pour être applicable, la clause exclusive de garantie doit être apparente, c'est-à-dire qu'elle doit être écrite de manière visible. Voire même, on a eu des décisions de jurisprudence qui nous disaient qu'il fallait qu'elle soit écrite en caractère gras. Donc, si j'ai une clause de garantie qui est écrite avec un tout petit astérix, vous savez, c'était un petit peu la mode à une époque dans les contrats, on faisait un petit astérix et puis on faisait un renvoi avec un truc à peu près illisible en bas de la page, d'accord? Ça, c'est pas valable, ok? La clause de garantie, pour être applicable, elle doit être apparente. Troisième effet, un petit peu plus technique et conceptuel, l'idée, c'est que pour être valable, la clause exclusive de garantie, elle ne doit pas avoir pour effet de priver de substance la garantie. L'idée, elle est assez simple. C'est que si je m'engage à indemniser un risque, je ne peux pas, d'un autre côté, avoir dans mon contrat une clause exclusive de garantie qui fait qu'en fait, mon engagement de garantie n'a plus aucune portée, n'a plus aucune valeur. D'accord? Je ne peux pas dire rouge d'un côté, noir de l'autre. Je ne peux pas me contredire au gré des clauses. D'accord? C'est un grand principe du droit des contrats qu'on retrouve en matière de droit des assurances. D'accord?
Et donc, la jurisprudence tend à sanctionner les contrats d'assurance quand vous avez en fait tellement de clauses exclusives de garantie qu'au final, vous n'avez plus aucune garantie. Et que d'une certaine manière, vous payez des primes à votre assurance qui ne servent à rien, puisque par définition, il n'y a pas de garantie, il n'y a jamais de garantie qui s'applique. D'accord? Et le quatrième grand principe qui a été dégagé par la jurisprudence, c'est que le contrat d'assurance doit toujours, dans le doute, s'interpréter en faveur de l'assuré. C'est un parallèle que je fais souvent avec la matière pénale. Vous savez qu'en matière pénale, on dit le doute profite à l'accusé. En matière assurantielle, un petit peu différent, on va dire l'ambiguïté ou le doute, si vous voulez, profite toujours à l'assuré. Donc, ces quatre principes, ils sont très intéressants parce qu'ils nous montrent que, en définitive, ce n'est pas parce que j'ai des clauses exclusives de garantie dans un contrat d'assurance que mon contrat d'assurance ne va pas s'appliquer. Dans un certain nombre de cas, on va pouvoir démontrer que bien que ces clauses exclusives de garantie s'appliquent, bien qu'elles s'appliquent, eh bien en fait, à leur lecture, à la manière dont elles sont formulées, elles vont être inopérantes et le juge va les réputer nulles et non écrites et donc ne va pas en tenir compte. Donc, on va pouvoir avoir une vraie bataille juridique sur le contrat d'assurance pour démontrer qu'au cas particulier, en dépit du fait que la clause exclusive était indiquée dans le contrat, elle est nulle, cette clause, et elle ne s'appliquera pas. D'accord? Donc, vous voyez, le raisonnement, c'est vraiment celui-là que je dois avoir. Est-ce que mon contrat couvre les pertes d'exploitation? Est-ce que mon contrat comporte des clauses exclusives de garantie? Et le cas échéant, est-ce que ces clauses exclusives de garantie, je peux les contourner avec justement ces principes jurisprudentiels, ces principes légaux? Je vous ai donné les fondamentaux, les raisonnements. Il y en a d'autres si on rentre dans le détail de la jurisprudence qui vont s'appliquer, mais c'est vraiment les quatre principes. La clause exclusive de garantie, elle ne s'appliquera que si elle est claire, précise, aucune interprétation possible, que si elle est écrite de manière apparente, claire et visible, que si elle n'a pas pour effet de priver de substance la garantie de manière générale, et en cas de doute, elle s'interprétera toujours dans un sens favorable à l'assuré, donc on aura tendance à l'écarter. Voilà sur le fond, comment est-ce qu'on raisonne en matière de contrat d'assurance. Alors je suis désolé, c'est une matière technique, un petit peu ardue, mais j'essaye de la simplifier, de la vulgariser au maximum et de vous donner vraiment les grandes étapes de raisonnement. Alors justement, je vais prendre des exemples avec les grands débats qui animent aujourd'hui les orateurs en vertu qu'on retrouve des clauses qu'on retrouve dans la plupart des contrats d'assurance. Alors, sur la question de savoir s'il existe des clauses indemnisant la perte d'exploitation, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des contrats d'assurance, alors ça va être éventuellement le cas de contrats comme AXA, mais il y en a d'autres, on va trouver deux grandes clauses la plupart du temps. Une première clause qui nous dit « Nous couvrons la perte d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'établissement ». Ça, c'est une clause un peu classique qu'on a tendance à retrouver dans beaucoup de contrats. D'accord? Deuxième clause qu'on retrouve généralement, c'est « Nous couvrons les pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès à l'établissement ». Vous voyez, ces deux clauses, finalement, elles se répondent un peu l'une à l'autre. L'impossibilité d'accès à l'établissement, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Ça peut être une impossibilité d'accès, par exemple, parce que mon établissement a été détruit. Il y a eu une tempête ou je ne sais quoi. Et puis la fermeture administrative, ça va être, c'est le cas qu'on a eu au cas particulier pour la plupart des restaurateurs, c'est l'idée que l'administration vous empêche d'ouvrir pour une raison X ou Y. D'accord? Donc ça, c'est un peu les deux grandes clauses qu'on retrouve dans les contrats d'assurance qui sont ceux des restaurateurs. Clause de garantie en cas de fermeture administrative, clause de garantie en cas d'impossibilité d'accès à l'établissement. Alors, quelles sont les raisons qu'on retrouve, les motifs qu'on retrouve le plus souvent invoqués par les assureurs pour refuser d'indemniser, de faire jouer leur contrat d'assurance? En fait, il y a quatre grandes raisons qui reviennent aujourd'hui fréquemment. Alors, la première raison, il y a des assureurs qui nous disent, alors nous, dans nos conditions, risque épidémique. OK, on va en parler. Il y a des assureurs qui nous disent, alors nous, dans nos conditions, on exclut ce qu'on appelle le fait du prince. On va y revenir. Le fait du prince, c'est justement quand on a une décision du ministre qui nous dit on doit fermer les établissements. D'accord? On appelle le fait du prince, c'est une notion jurisprudentielle légale assez connue.
il y a une troisième série d'arguments qu'invoquent souvent les assureurs. Ils nous disent, alors nous, en fait, on peut indemniser les pertes d'exploitation, mais uniquement si le dommage trouve sa cause dans un dommage causé au bien. Hein, c'est par exemple la tempête qui a détruit l'établissement. Okay. Et puis, il y a un quatrième argument qu'invoquent très souvent les assureurs. Ils nous disent, mais en fait, dans le contexte actuel, nos contrats ne peuvent pas s'appliquer en vertu d'une forme d'imprévision économique compte tenu de l'ampleur des préjudices à garantir. Voilà. Si vous voulez, c'est vraiment les 4 motifs qui reviennent systématiquement dans les différentes lettres pour refuser d'indemniser. Alors, j'ai pris ces 4 motifs et je me suis demandé comment est-ce qu'on raisonne pour chacun d'entre eux pour essayer de les contourner. Alors, la première chose, c'est la question des clauses d'exclusion pour risque épidémique. Il y a beaucoup de contrats d'assureurs qui me disent « Ah ben moi, je n'assure pas parce que j'ai une clause d'exclusion pour risque épidémique ». Alors, comment est-ce qu'on raisonne? La première question à se poser, c'est de se dire cette clause d'exclusion, elle ne pourra s'appliquer que d'abord si elle existe dans le contrat. Parce que j'ai vu, je vous dis, j'ai beaucoup de clients qui viennent sur ces sujets-là. On a vu des assureurs nous répondre désolé, on n'indemnisera pas votre préjudice parce qu'on n'indemnise pas les risques épidémiques. Sauf que dans le contrat, il n'y avait même pas mention des risques épidémiques. C'est un petit peu le cas d'AXA notamment. Hein. Là-dessus, il y a des contrats, certaines versions du contrat qui excluent complètement, qui ne mentionnent pas la question des risques épidémiques. Donc déjà, si vous voulez, si je n'ai pas de clause d'exclusion au titre des risques épidémiques, j'ai aucune raison pour l'assureur, aucun motif légaux pour l'assureur qui puisse invoquer en disant bah, « j'exclus pas pour un risque épidémique hein. ». Même si la clause existe, on n'est pas perdu. On va devoir se demander si, je vais réappliquer mes principes jurisprudentiels, si elle est claire et précise et si elle ne souffre aucune interprétation. Alors, notamment, ce qui va être intéressant, c'est de contourner cette clause en disant qu'en fait, elle manque de précision par rapport au connecteur logique dans le contrat. Ça, c'est quelque chose qu'on revoit souvent et qui est une manière souvent utilisée et intelligente pour les avocats pour casser les contrats d'assurance. Ça consiste à dire, en fait, vous marquez un alinéa quelque part dans le contrat. Je vous donne un exemple, par exemple, page 1, vous garantissez les risques en cas de fermeture administrative. Et page 17 du contrat, vous expliquez qu'en fait, vous n'appliquez pas en cas de risque épidémique. Et vous soutenez que, en fait, le risque épidémique constitue une exception au principe qu'on a vu beaucoup plus loin dans le contrat, qui était « j'indemnise en cas de fermeture administrative ». Et là, on va pouvoir démontrer que la construction du contrat, dans sa lecture, manque de cohérence, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de connecteur logique entre la proposition A et la proposition B. Vous savez que le droit, c'est toujours une construction logique. Hein, on parle de syllogisme juridique. Et donc, on va pouvoir aller démonter un contrat d'assurance comme ça en disant finalement, votre clause exclusive, elle n'a pas vocation à s'appliquer, tout simplement parce qu'elle manque de clarté et les principes jurisprudentiels sont clairs. Pour qu'elle s'applique, il faut qu'elle soit claire et logique. Or là, j'ai un tel écart rédactionnel que je ne peux pas dire que cette clause exclusive, elle vient en connexion logique avec le principe qui était je garantis, j'indemnise en cas de fermeture administrative. Je vous donne cet exemple-là. Vous voyez, c'est une manière c'est défaut de connecteur logique, c'est une manière de contourner une clause exclusive qui serait dans le contrat. La deuxième chose, on va pouvoir par exemple dire, écoutez, cette clause, certes, elle existe dans le contrat, mais elle n'est pas mentionnée avec clarté. Alors là, il y avait beaucoup de jurisprudence là-dessus, ça dépend évidemment comment est fait le contrat, hein, au cas particulier, mais je vous disais, la jurisprudence va très très loin dans ces motifs de clarté. On nous dit par exemple que les clauses doivent être écrites en gras. Alors, il y a des contrats qui ont pu être admis, des clauses exclusives qui ont pu être admises sans forcément être écrites en gras, mais en tout cas, il fallait qu'elles soient écrites en caractère extrêmement lisible. Dès lors que mes clauses d'exclusion dans le contrat, elles sont vraiment trop petites, trop illisibles, on a un motif des clauses. D'accord? Point, on va pouvoir dire, cette clause, ok, elle est dans le contrat, elle est marquée, mais au cas particulier, elle vide de substance la garantie. Alors, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Je ne peux pas dire tout et son contraire. Donc, je ne peux pas dire que je viens indemniser une perte d'exploitation, par exemple, et mettre tellement d'exceptions qu'au final, je n'indemnise jamais la perte d'exploitation. D'accord? Auquel cas, c'est un problème de cohérence globale du contrat. Je dis, c'est un grand principe de cohérence qui anime toute la matière en droit des contrats, qui anime le droit des assurances, mais qu'on retrouve dans d'autres matières. Et donc, je vais pouvoir attaquer la clause en disant, mais en fait, c'est une clause abusive en ce qu'elle vide de substance ma garantie, et du coup, elle est inapplicable. D'accord? Voilà. Là, je vous ai donné des exemples qu'on tire de la loi, de la jurisprudence, qui vont pouvoir vous permettre de contester
une clause d'exclusion pour risque épidémique. Est-ce que j'ai été clair sur ce principe ou pas? Parce que je vois des personnes dans le chat qui me disent qu'ils ont du mal à suivre. Je sais que c'est vraiment technique. Ok, la grande idée, ce que j'essaie de prendre en synthèse, il y aura un article qui sera écrit là-dessus, c'est vraiment de vous dire, c'est pas parce que j'ai une clause d'exclusion que cette clause d'exclusion, elle est gravée dans le marbre et que je ne peux pas la contester en tant que telle. Hein. Il existe des principes légaux, des principes jurisprudentiels qui vont pouvoir me permettre d'attaquer ces clauses. Voilà. Alors, deuxième point, les assureurs invoquent souvent ce qu'ils appellent le fait du prince, en disant, en fait, je ne peux pas garantir votre perte d'exploitation au cas particulier parce que nous sommes dans un contexte particulier. Alors, ils en font des tartines en général dans leurs lettres, en citant plein de lois, en disant c'est ce qu'on appelle le fait du prince, c'est une décision du ministre, c'était une décision imprévisible prise par l'administration, etc. Alors là, cet argument me fait sourire parce que, en fait, c'est des mots très pompeux, souvent des raisonnements très alambiqués, mais il faut revenir à l'essentiel de ce qu'est le fait du prince. Si dans mon contrat, si dans le contrat, il est écrit « j'indemnise la perte d'exploitation pour une fermeture administrative », l'assureur ne peut pas venir nous expliquer que c'est Tartampion, le ministre ou le préfet qui a pris la décision et que du coup, ils n'appliquent plus. Okay ? La fermeture administrative, ça vaut dans tous les cas dès lors que l'administration prend une décision. Peu importe que ça a été annoncé par le président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la Santé, etc., c'est une décision administrative et elle a autant de valeur que celle qu'aurait pu prendre le préfet ou le maire au cas particulier ou je ne sais quoi. C'est une décision administrative. Les grands mots en disant c'est le fait du prince et donc moi assureur je ne peux plus indemniser dans ce cas-là, c'est une clause exclusive. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent sur un plan juridique et ce type d'argument, c'est un argument typiquement qu'on peut attaquer très facilement et qui ne tient pas la route. Alors évidemment, je vous donne des grands principes, hein. À chaque fois, chaque contentieux est un peu différent, il faut regarder au cas particulier du contrat, mais globalement, généralement, quand les assurances en sont réduites à invoquer ce qu'on appelle le fait du prince, il y a souvent un problème, surtout quand la question est de savoir si oui ou non ça s'applique en cas de fermeture administrative, hein, parce que du coup, il y aurait une forme d'incohérence intellectuelle. Alors, il y a une troisième catégorie d'arguments qui revient assez souvent. Les assureurs nous disent, alors finalement, nos garanties, elles ne s'appliquent qu'en cas de dommages causés au bien. Et là, vous ne souffrez pas, vous restaurateurs, d'un dommage causé au bien, puisque le restaurant va très bien, hein, mais la réalité, c'est que simplement le restaurant est fermé, donc pour des raisons légales, d'accord? Encore une fois, administratives. Et donc, dans ce cas-là, encore une fois, il faut revenir aux grands principes jurisprudentiels pour aller interpréter le contrat. Alors, ce raisonnement, il n'est valable que si les clauses sont rédigées de manière claire en termes de connecteurs logiques dans le contrat. J'ai vu des contrats d'assurance, des assurances qui nous disaient finalement je n'indemnise que quand c'est des dommages aux biens, sauf que quand on lisait le contrat, on s'apercevait que ce n'était absolument pas le cas, que la question de la garantie de perte d'exploitation, elle avait une lecture tout à fait autonome et que cette lecture-là, ça se rattachait à une autre clause du contrat qui disait qu'on indemnisait en cas de dommage aux biens, d'accord? Et donc, vous voyez, il faut vraiment que ce soit principe-exception. J'indemnise la perte d'exploitation, mais uniquement si c'est un dommage causé au bien. Alors là, ça devient plus difficilement attaquable. Mais encore une fois, si vous avez des contrats où c'est très alambiqué, où l'assureur vient jouer, ça c'est des juristes hein, quand même les assureurs, donc on sait jouer sur les mots, vient jouer en vous disant mais j'ai page 1, on vous parle de garantie au bien, page 18, on vous parle de perte d'exploitation, et donc on essaie de tout mettre dans un même panier pour vous dire finalement on indemnise la perte d'exploitation que si c'est un dommage causé au bien. Là, il y a un problème de connecteur logique dans le contrat et le raisonnement manque de clarté. Et comme je vous le disais, c'est un grand principe, toute ambiguïté s'interprète au bénéfice de l'assuré. Donc voilà, c'est encore une manière d'attaquer le contrat d'assurance d'une manière qu'on va pouvoir, vous voyez, juridiquement démonter le raisonnement tenu par l'assureur. Alors,
Le quatrième argument que j'ai vu revenir très très souvent invoqué par les compagnies d'assurance, et celui-là c'est pareil, il me fait sourire, je trouve que ça ne manque pas de toupet, c'est la question de l'ampleur du préjudice économique. Bon, ça c'est les assureurs qui ont été pleurés en disant oui, vous vous rendez compte, si on commence à indemniser, ça va nous coûter des milliards, etc. Ça concerne plein de personnes, etc., etc. Bon, et en fait, les assureurs tentent, par cet argument, tentent d'essayer de faire d'invoquer un concept qui serait un peu celui de l'imprévision. L'imprévision, vous savez, c'est celui qui vous permet de remodifier un petit peu les termes du contrat quand ça vous arrange en disant qu'il y avait des événements économiques qui étaient imprévisibles, qui modifient complètement l'économie du contrat. Bon. Cette théorie, il faut bien voir qu'elle n'est absolument pas… Non, une seconde. Excusez-moi. Cette théorie, elle est complètement, à mon avis, complètement inopérante. La première chose, c'est que l'imprévision, elle n'existe en droit privé que en matière contractuelle entre deux co-contractants. Vous savez, on l'avait étudié la dernière fois sur mon intervention sur la question des loyers, où je vous avais dit on va pouvoir, dans un contrat, invoquer la théorie de l'imprévision s'il y a une situation imprévisible qui modifie complètement, qui bouleverse l'économie d'un contrat. En aucun cas, je ne peux invoquer pour dire finalement, il y a tout un secteur économique qui souffre et donc j'ai toute une série de contrats qui sont bouleversés économiquement. Ce n'est pas la même problématique. La problématique du restaurateur au cas particulier avec son assurance, lui, le restaurateur, ce qu'il demande aujourd'hui comme indemnisation, franchement, c'est un préjudice qui est dans les clous économiques assez classiques. Vous demandez l'indemnisation pour 3-4 mois de fermeture, et ça, c'est assez classique. Je veux dire, quand il y a des incendies ou quand il y a des dommages causés aux biens, souvent la période est à peu près la même. Avec le jeu des franchises et le jeu des plafonds, au cas particulier, si vous voulez, quand on prend le contrat en tant que tel, indemniser 3-4 mois de perte d'exploitation, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, il est plus effectivement à l'échelle du secteur, c'est qu'il y a plein de restaurateurs qui au même moment souffrent d'un même préjudice. Mais ça, ce n'est pas un problème d'imprévision sur le plan du contrat d'assurance en tant que tel, c'est un problème à l'échelle du secteur. Et là, c'est un problème de réassurance. Vous savez que les compagnies d'assurance sont elles-mêmes réassurées, hein, c'est des systèmes de contrats de strat. Et là, effectivement, l'imprévision économique, elle pourrait être invoquée par les assurances vis-à-vis de leurs réassureurs en disant là, j'ai un bouleversement sur tout un secteur d'activité. Mais en aucun cas, cet argument de l'imprévision, pour moi, il ne peut être invoqué au cas particulier par un assureur pour refuser d'assurer un assuré qui vient demander un préjudice qui est sincèrement pas énorme en soi. On parle de 3-4 mois de fermeture pour le restaurant en tant que tel. Et c'est d'autant moins important, ça c'est le deuxième point que j'invoque pour répondre à l'assureur là-dessus, qu'en fait, au cas particulier, le préjudice pour chaque restaurateur, il est assez limité. En général, quand vous avez une perte d'exploitation, vous venez compenser 100% des charges, par exemple, d'accord? Parce que le restaurant est fermé suite à un incendie, vous vous retrouvez à devoir payer des salariés, vous à devoir payer des fournisseurs, des charges sociales, des charges patronales, etc. Or là, l'État, par le jeu de la solidarité étatique qui a été mise en place, par le jeu du chômage partiel, par exemple, est venu déjà considérablement que 70% d'un certain nombre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle de 3-4 mois à indemniser, on parle en plus de préjudices qui sont restreints économiquement par rapport à une perte d'exploitation classique sur, par exemple, un incendie. Donc, vous voyez, cette théorie de l'imprévision, pour moi, elle est vraiment, on peut la balayer aujourd'hui d'un revers de main. Alors, deuxième point, on a fait le tour des principes sur le fond du droit qui permettent de voir appliquer un contrat d'assurance, qui permettent de pouvoir éventuellement le contester à un certain nombre de clauses. Je voudrais maintenant faire un point sur la procédure. Point aussi extrêmement intéressant. Alors, sur le plan de la procédure, la décision du tribunal de commerce de Paris, elle appelle à mon avis un certain nombre de précisions. Alors, sur le plan de la procédure, je tenais à rappeler qu'il existe deux types de procédures en droit français, en droit privé, quand on parle de contentieux commerciaux et le contrat d'assurance. Le contentieux qu'il peut y avoir autour d'un contrat d'assurance, c'est un contentieux commercial. Vous pouvez avoir des procédures au fond et des procédures en référé.
D'accord? Alors, la procédure de référé, c'est une procédure accélérée, d'accord? Elle a ses avantages, notamment parce qu'elle va plus vite, mais elle ne permet pas d'obtenir de décision définitive, d'accord? L'ordonnance de référé, elle est toujours provisoire par nature, par essence, c'est l'essence même de cette procédure, d'accord? À noter que la procédure de référé, de surcroît, comme toute procédure, donne lieu à trois degrés de juridiction. Vous avez une procédure de première instance, vous avez une procédure d'appel et vous avez une procédure de cassation. D'accord? Donc, si on prend par exemple l'exemple du contentieux qui occupe actuellement AXA, cette décision du tribunal de commerce de Paris, c'est le premier degré sur une procédure de référé. AXA, évidemment, a fait appel, donc vous allez avoir 3 degrés de juridiction sur cette même procédure. Et en parallèle, il y a un débat au fond. Alors, en référé, on n'aborde jamais les questions de fond. On aborde uniquement des questions qui ne soulèvent ce que le Code de procédure civile appelle aucune contestation sérieuse. D'accord? On va regarder en apparence, on va se contenter d'une première lecture apparente du contrat et des choses, et on va dire en apparence, il apparaît qu'effectivement, la demande est bien fondée, et donc je vais accorder une somme à titre provisoire. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé dans cette décision AXA. Et en parallèle, on va mener une procédure au fond. D'accord? Et dans le cadre de cette procédure au fond, on va chercher à obtenir une décision définitive dans laquelle on va rentrer dans les détails du contrat. Et c'est là justement qu'on va mener souvent cette bataille que j'invoque justement sur la validité de ces différentes clauses. D'accord? Donc, procédure de référé d'un côté, procédure au fond de l'autre. Ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Et si on cumule les deux, ça peut être le cas par exemple dans l'affaire Manigold, en fait, si on y réfléchit, il va y avoir 6 étapes. Référé première instance, appel de référé, cassation sur référé. Ensuite, première instance au fond, appel au fond, cassation au fond. Donc, vous voyez, quand AXA nous dit on est au début d'une longue bataille, ils n'ont pas complètement tort sur le plan procédural. Ça peut aller très loin, ces batailles juridiques. Alors, ce n'est pas parce que ça peut aller loin qu'il n'y a pas des hypothèses dans lesquelles on va transiger. Mais voilà, il faut que vous ayez en tête qu'il existe ces deux véhicules en termes de procédure. Alors, là où moi je trouve que la décision du tribunal de commerce de Paris est très courageuse, et il est possible qu'elle soit remise en cause par la Cour d'appel, on verra, c'est que c'est assez rare qu'un juge des référés se prononce sur un contrat qui, par définition, le contrat d'assurance, suppose beaucoup d'interprétations. Je vous ai donné un exemple sur toute la première partie de mon exposé en vous disant voilà comment est-ce qu'on peut démonter chacune des différentes clauses. D'accord? Là, le tribunal a vraiment dit, bon, parce qu'il voulait envoyer un signal fort, je pense que c'est ça qui était derrière, c'était de dire, nous, les juridictions, on soutient un peu les restaurateurs et on veut que les contrats d'assurance s'appliquent s'ils ont lieu de s'appliquer. Mais c'est vrai qu'en référé, c'est des décisions qui sont assez fragiles, malheureusement, sur le plan procédural. On verra ce que ça donnera en appel, mais vous voyez, il y aura de toute façon un combat au fond en parallèle de cette procédure de référé. Troisième point, toutes ces procédures, qu'elles soient au fond ou en référé, donneront lieu nécessairement à des expertises judiciaires sur la question justement du préjudice, de la perte de marge. Il y aura vraisemblablement, dans ce nombre de cas, le tribunal désignera un expert judiciaire pour aller calculer de manière précise cette perte de marge. Ok, voilà ce que je voulais vous dire sur le plan procédural. Alors, pour finir cet exposé qui, je suis désolé, est assez long, mais parce que la matière est technique par essence, je voulais finir avec 2 grandes séries de conseils. Quels conseils on vous donne aujourd'hui? Le premier conseil, c'est d'envoyer immédiatement une déclaration de sinistre à votre assureur. Envoyez une déclaration de sinistre en demandant à être indemnisé pour la perte de marge telle qu'elle est connue aujourd'hui. Alors, elle va peut-être être évolutive, mais on peut déjà la déterminer. D'accord? Alors, on a prévu, on peut vous donner gratuitement, nous, des modèles de lettres à envoyer à votre assureur. Vous avez qu'à écrire à notre adresse habituelle. Je laisserai Xavier vous la recommuniquer. C'est des modèles de lettres type auxquels il faut joindre une attestation de votre expert comptable, même si c'est une attestation provisoire, dans laquelle vous allez demander à votre assurance de couvrir l'indemnisation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien rappelé, on ne peut pas personnaliser à outrance ces lettres parce que par définition, on ne connaît pas votre contrat d'assurance, mais en revanche, on a bien rappelé, pour essayer d'envoyer un signal fort dans la tête de l'assureur,
la décision récente qui a été rendue par le tribunal de commerce de Paris en faisant une interprétation claire, en disant vous ne pouvez pas aujourd'hui vous cacher derrière des clauses exclusives de responsabilité, il faut indemniser. Bon. Voilà, donc ça, on peut vous remettre à titre gracieux ces modèles de lettres, aucun problème, ils sont prêts, on peut vous les envoyer à votre demande. Alors, deuxième chose, il est possible que votre assurance refuse de vous indemniser. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il faudra envisager malheureusement le recours judiciaire. Alors, j'entends beaucoup parler, et j'ai vu d'ailleurs vous en parler dans le webinaire, d'action collective. Alors, on utilise aussi ce mot, on en a lancé, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, pour les restaurateurs, on a des formules d'accompagnement d'action sur le plan procédural qu'on appelle action collective. Je tiens quand même à appeler votre attention sur un point. Ça n'a d'action collective que le mot, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire j'ai beaucoup de plaignants, dans beaucoup de procédures concernant les mêmes contrats et la même catégorie de plaignants. En revanche, sur le plan procédural, l'action collective, l'action de groupe n'existe pas en droit français, du moins elle n'existe pas pour les professionnels. Elle a été admise par la loi Hamon, l'action de groupe, dans un certain cas, pour les consommateurs uniquement, ça n'existe pas pour les professionnels. Donc, ça n'est pas une action collective au sens juridique du terme. En revanche, c'est collectif au sens où, justement, nous, notre cabinet d'avocats, c'est le cas, on regroupe plein de restaurateurs qu'on accompagne avec des calendriers de procédure le plus simultanés possible pour pouvoir faire pression sur les assureurs quand on transige avec eux et essayer de les pousser à la table des négociations. Voilà. Mais chaque procédure est distincte, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une assignation distincte pour le restaurateur au cas particulier, en fonction de son contrat et en fonction de son préjudice. Et il serait impossible de faire autrement, puisqu'encore une fois, l'action de groupe n'existe pas en droit français. Voilà. Donc, c'est vraiment une analyse au cas particulier de votre contrat, du préjudice particulier que vous avez subi, et une discussion qui va s'installer avec l'assureur, même si on va retrouver, je vous dis souvent, des arguments assez communs. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion d'action groupée. J'en arrive au terme de mon exposé sur la question des assurances. Je tiens encore une fois à m'excuser pour son caractère très juridique. Malheureusement, ce sont des questions assez juridiques. J'ai essayé de les vulgariser le plus possible, de vous rendre les choses le plus claires possible. Je vais écrire un article sur le blog ZenChef sur cette question, hein, c'est prévu. Mais voilà, ça reste des questions juridiques et il fallait que je vous donne ces concepts, cette manière de raisonner, de réfléchir sur ces clauses. J'en ai terminé de mon côté et je vous remercie de votre attention sur ce point. J'espère que j'ai été clair. Xavier, il y a peut-être des questions, on peut peut-être enchaîner sur les questions sur ce point-là d'ailleurs. On a perdu Xavier qui va revenir pour soulever les questions. Désolé, j'ai un petit problème technique. Je ne pouvais pas réactiver mon micro. Oui, je pense qu'il serait pertinent de prendre quelques questions sur le sujet des assurances. Et merci encore, Baptiste, pour toutes ces explications. Peut-être qu'il y a une question que j'ai vu revenir souvent, c'est sur le coût de toutes ces procédures, parce que je pense que tous les restaurateurs sont dans la même situation. C'est pas la meilleure période pour investir dans des frais juridiques. Ils ont bien d'autres postes de dépenses en ce moment. Et donc, je pense qu'ils doivent tous se poser la question, est-ce que ça vaut le coup et combien ça coûte et est-ce que c'est accessible ou pas d'entamer une telle procédure contre son assurance? Oui, alors, il y a deux choses. Nous, les lettres déjà de demande d'indemnisation pour les assurances, on vous les donne gracieusement. Donc ça, il n'y a aucun coût là-dessus. C'est des lettres qu'il faut personnaliser, mais il n'y a pas de coût. Ensuite, on propose aujourd'hui, nous, un forfait qui est on a essayé de ménager comme étant le plus bas possible, qui est de 210 € hors taxe mensuel sur une période de 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on a mensualisé pour faire ces actions avec 5% de résultats. Voilà, puisque vous me posez la question sur les coûts, je vais être direct. C'est ce qu'on propose nous aujourd'hui dans le cadre de cette je crois action. Je crois que ça a coupé au moment où vous avez donné le montant. Ah.
Voilà, nous, le forfait qu'on propose aujourd'hui au cabinet sur ces actions, il est à 210 € hors taxe mensuel pendant 12 mois. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on sait que c'est une période difficile. Bon, forcément, c'est des procédures qui sont longues et coûteuses. Et donc, on a essayé, si vous voulez, de la mensualiser. D'habitude, on ne fait pas ça pour que ça représente un coût le plus minime possible pour le restaurateur en mensualité. Et en résultat, vous avez dit 5% 5%. de réussite actuellement. Ok. C'est ça. Ok, très clair. On va regarder un peu ce qu'il y a eu comme question pendant votre intervention. Alors, n'hésitez pas non plus, Baptiste, si vous pouvez mettre votre mail dans le chat pour ceux qui souhaitent vous demander les modèles de lettres. Alors, je ne sais pas chez vous, moi, j'arrive pas à charger l'onglet questions, donc je pense qu'il y a un petit souci aujourd'hui avec Lightstorm. Ah voilà, ça y est. On va essayer de prendre dans l'ordre des votes. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions. Alors, sur les actions groupées, donc il y avait une question sur nous envisageons de poursuivre notre assureur. Est-il possible de faire une action groupée? Je pense que vous avez répondu. En France, il n'y a pas d'action collective possible. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des actions, on rassemble le plus de plaignants possible pour avoir du poids en termes de négociation. Mais ces plaignants, à chaque fois, on fait une action personnalisée et il serait impossible sur un procédural de faire différemment. D'accord? On entend beaucoup parler d'action collective, donc nous, on appelle ça aussi action collective pour que ce soit clair dans l'esprit du grand public. Mais sur le plan, si vous voulez, procédural, ça n'existe pas. Voilà, donc je peux vraiment appeler votre attention là-dessus, ok? Parce que le terme est un peu en vogue. Très clair. Alors, ensuite, c'est question de Jean-Sébastien. Le seul argument d'AXA dans son refus est-il valable quand au moins un autre établissement fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique? Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez répéter en fait, cette c'est question? un copier-coller de, je pense, la réponse d'AXA. Il est marqué entre guillemets quand au moins un établissement fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une clause identique. Bon, je ne sais pas si ça permet vraiment de. Je suis désolé, ça demande trop de. Ouais, voilà, exactement. C'est du travail d'interprétation des clauses juridiques sur lesquelles il faudrait qu'on se. Question d'Émilie Beaufour. D'ailleurs, bonjour Émilie, que je connais. Bonjour, si nous souhaitons poursuivre notre assurance, faut-il poursuivre notre courrier mandataire ou la compagnie d'assurance elle-même? Ah, il voulait dire, il va dire le courtier, j'imagine. Le courtier mandataire ou la compagnie? Non, c'est la compagnie qui assure. C'est la compagnie qui assure. Dans un certain nombre de cas, le courtier peut être dans la boucle. Encore une fois, c'est du cas particulier. Hein. Il faut regarder sur le plan procédural ce qui est convenu. Mais à la fin des fins, c'est l'assureur qui est payeur. Hein. Le courtier n'est qu'un intermédiaire. Ok. Question de Florian. S'il n'y a aucune clause stipulant la fermeture administrative, peut-on espérer quelque chose? Oui. En fait, la fermeture administrative, c'est un des cas dans lequel on peut indemniser de la perte d'exploitation. Si j'ai une clause qui dit en cas d'impossibilité d'accès, ça recouvre de la fermeture administrative par définition, d'accord? L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une clause qui indemnise la perte d'exploitation. Après, s'il y a une perte d'exploitation, on va regarder, ça peut être donc impossibilité d'accès ou fermeture administrative ou autre. Il faut regarder ensuite au cas particulier. Ok, très clair. En fait, je crois comprendre du coup la question de Jean-Sébastien qui semble avoir eu un refus en invoquant qu'au moins un autre établissement fait l'objet sur le même territoire départemental d'une mesure de fermeture administrative. En fait, il faudrait vraiment que je vois, je suis désolé, il faudrait que je vois la clause dans son ensemble contractuel. C'est très compliqué pour moi de répondre sur des clauses comme ça, sorties de leur contexte contractuel. C'est un corpus qui se lit dans sa globalité, donc je peux difficilement, faudrait que j'ai le contrat et le texte pour répondre. Une question plus générale et pour les questions spécifiques, oui. Je vous invite tous à contacter directement Maître Roblin. Donc ensuite, mon assureur, donc question de Virginie, mon assureur m'a offert 2 mois de cotisation. Est-ce handicapant pour la poursuite des négociations? Je pense qu'il y a eu pas mal de restaurateurs qui ont reçu des propositions. Oui.
Alors, c'est un point très important. Merci Xavier de me poser la question. Ça fait partie des conseils que je voulais vous donner aussi. On m'a posé plusieurs fois le point. Faites très attention. Aujourd'hui, les assurances, sentant le vent tourner, ont eu tendance à proposer des chèques pour vous indemniser. Il faut faire attention à un point. Quand vous acceptez ces demandes, il ne faut pas que ce soit interprété quand vous encaissez par exemple 3, 4 ou 5 000 euros, je ne sais quoi, parce qu'on m'a parlé souvent de ces sommes-là, qui sont quand même dérisoires par rapport au préjudice subi. Il ne faut pas que ce soit interprété comme un abandon pour recours par la suite en disant en fait, j'estime que j'ai été suffisamment indemnisé de mon préjudice avec ce montant-là. D'accord. Un petit peu comme une transaction, si vous voulez, en disant j'accepte d'être indemnisé à hauteur de 5 000. D'accord. Donc, la précaution à prendre, c'est de dire OK, vous m'envoyez 2 000, 3 000, pourquoi pas. Moi, je veux bien encaisser ce chèque, mais ce chèque ne couvre pas mon préjudice. J'ai un préjudice bien plus important, et ce n'est pas parce que je l'encaisse aujourd'hui que j'accepte que mon préjudice se limite à hauteur de 3 000. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que cette demande, elle soit bien faite dans le cadre d'une provision, d'un montant provisoire qu'on donne dès maintenant, mais pas d'un abandon à réclamer la totalité 100% du préjudice, qui souvent est bien plus élevé que les propositions qui vous sont faites aujourd'hui. D'accord? Ok, c'est clair. Alors, il y a une question sur laquelle aussi je voulais répondre, parce que je le vois, M. Jeff Courtois qui la pose. Oui, nous, dans le forfait qu'on propose aujourd'hui sur cette action, que j'appelle encore une fois collective, mais qui n'a de collectif que le nom, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé à un tarif qui soit non seulement accessible aujourd'hui pour les restaurateurs, mais aussi qui soit couvert à 100% par les sommes allouées au titre de l'article 700. Vous savez que le tribunal, quand vous gagnez un procès, vous donne des sommes au titre de l'article 700. Et on a fait en sorte, si vous voulez, de faire un calcul qui vous permette, au moment où les sommes sont allouées au titre de l'article 700, de couvrir non seulement 100% des frais, mais voire même plus. C'est pour ça qu'on a essayé justement de faire des tarifs le plus bas possible. Question de Peggy. Avez-vous recensé les assurances qui peuvent indemniser car leurs conditions générales ne stipulaient rien et celles qui avaient bien stipulé la perte d'exploitation pour raisons administratives ou alors c'est du cas par cas? Vous pouvez me répéter cette question? Je suis désolé, c'est que les questions techniques. Les assurances en particulier, vous avez fait un peu un recensement de celles pour lesquelles les contrats comprenaient la perte d'exploitation dans leur contrat et celles où c'est pas le cas, ou alors est-ce que c'est vraiment que du cas par cas à analyser? Alors, c'est du cas par cas, mais en fait, on retrouve des clauses communes d'un contrat à l'autre. Il y a beaucoup d'assureurs qui ont les mêmes compagnies. Donc, si vous voulez, il y a des typologies de dossiers. Après, on va avoir des dossiers AXA, des dossiers. Enfin, vous voyez, c'est un peu par assureur que ça fonctionne. Mais bon, il y a une analyse à faire à chaque fois sur chaque contrat. Moi, j'ai tendance à les regrouper par famille de clauses, en fait, sur le plan intellectuel, de voir comment par famille on peut répondre à tel ou tel argument invoqué par l'assureur sur telle typologie de clause. Donc, si vous voulez, ça me fait une double grille de lecture, mais ça, c'est notre cuisine en tant qu'avocat. J'ai une grille par compagnie et j'ai une autre grille intellectuelle par typologie de clause et presque par typologie d'argument juridique. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser notre protection juridique pour votre coût? Certains restaurants ont, je pense, accès à ce type de prise en charge. Ah, c'est une excellente question. Il faut regarder comment est définie. Alors, c'est toute une difficulté. Faut voir comment est définie la clause de protection juridique. En fait, généralement, elle est exclue la plupart du temps justement pour un recours contre l'assurance elle-même. Mais il faut regarder comment. Ils ne financent pas. Voilà. Mais non, mais c'est une question très intelligente. Il faut regarder des fois sur la lecture des clauses. Mais voilà, souvent, ça va s'exclure comme ça. Merci Peggy pour la question. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions liées à des contrats, donc on ne pourra pas y répondre si elles sont trop spécifiques. Alors, si vous envoyez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis sur l'onglet questions. Il y en a peut-être sur le chat en même temps qui passe. Oui, alors il y a des gens qui me demandent, faut-il attendre de récupérer un premier versement avant de lancer une procédure?
Moi, je pense qu'il faut lancer la procédure le plus vite possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez normalement la position de votre assureur. La lettre, on l'a faite plus pour les gens qui n'auraient pas encore commencé à faire ces demandes d'indemnisation. Mais si vous avez déjà des chiffres, que l'assurance est déjà positionnée, que ces chiffres sont insatisfaisants ou que l'assurance avait dit non, c'est à ce moment-là qu'il faut entamer ces procédures pour espérer justement avoir des transactions en faisant pression. Ok, bon, on va passer au sujet sur les droits de terrasse, parce que je vois que le temps passe. On va laisser la parole donc à notre deuxième intervenant du jour, maître Laurent Bidault, sur un sujet tout aussi intéressant que les assurances en cette période. Ouais, merci Xavier. Alors bonjour à tous, moi je suis Laurent Bidault, je suis l'associé de Baptiste Roblin au sein du cabinet des JS. Avocat, lui s'occupe plus du droit commercial et moi j'interviens sur tout ce qui est question relative au droit administratif, au droit public, ce qui couvre le droit de terrasse, puisque le droit de terrasse est, dans le jargon juridique, une autorisation d'occupation du domaine public. C'est-à-dire, vous occupez votre terrasse est implantée sur le domaine public, généralement la voirie, la voirie, et de ce fait, la commune qui est propriétaire de cette voirie vous octroie une permission de voirie en contrepartie du versement d'une redevance. Et c'est là où c'est important, c'est que cette redevance, elle est généralement mensuelle, elle est principalement forfaitaire et déterminée annuellement, elle est révisée annuellement en fonction des conditions d'exploitation éventuellement. Donc, se pose la question, en pleine période du Covid, où les restaurants sont fermés, où donc les terrasses sont fermées, de cette question du droit de terrasse. C'est-à-dire, est-ce que je peux quelque part être exonéré du versement du droit de terrasse, puisque je n'utilise plus cette terrasse? Est-ce que je peux éventuellement obtenir un remboursement des mensualités, des redevances que j'aurais déjà versées au titre de ce droit de terrasse? Alors, sur la redevance elle-même, à la suite du Covid-19, plusieurs communes ont annoncé qu'elles envisageaient de suspendre de suspendre le versement de ce droit de terrasse. Certaines communes ont même été plus radicales. Elles ont tout simplement décidé la suppression du droit de terrasse. Par exemple, la ville de Paris, là, le Conseil de Paris vient de voter le fait que le droit de terrasse était suspendu pour 6 mois, a priori. Donc pendant 6 mois, les restaurateurs sont exonérés. Normalement, la redevance est supprimée purement et simplement. C'est important parce que aujourd'hui, il n'y a aucun texte précis à la suite du Covid-19 qui prévoit justement une suppression du versement de la redevance ou une suspension de son règlement. Donc, il n'y a pas de texte qui prévoit ni sa suspension, ni son annulation. Donc, en principe, un restaurateur pourrait être tenu de verser sa redevance d'occupation du domaine public, son droit de terrasse, alors même qu'il n'utilise pas sa terrasse. Le gouvernement a pris plusieurs ordonnances concernant les différents contrats qui pouvaient être conclus avec des personnes publiques. Et malheureusement, les redevances liées à l'occupation du domaine public, liées à la terrasse, les textes prévoient une annulation, voire une suspension, mais seulement quand ce droit de terrasse est lié à un contrat qui relève du droit public. Je m'explique, ça va être le cas par exemple du restaurant qui est implanté dans l'enceinte d'un musée par exemple, ou qui va être implanté sur le domaine public, par exemple dans un square. Là, on est dans un contrat qui va relever vraiment du droit public, d'un contrat qui est conclu avec l'administration, avec une collectivité territoriale, une commune par exemple. Et dans ce cadre, la redevance d'occupation du domaine public, les textes prévoient une exonération. Ce n'est pas le cas des restaurateurs, d'un restaurant privé quelque part, qui, lui, n'utilise la voirie que dans le cadre de son exploitation privée. Donc, il y a un vide juridique là-dessus, rien n'est prévu. Et donc, malheureusement,
c'est au cas par cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a divers collectifs de restaurateurs qui se montent, il y a plusieurs pétitions qui ont eu cours pour faire valoir dans différentes communes une exonération, une suspension, une suppression du droit de terrasse dans les différentes villes. Mais on n'est pas dans quelque chose d'automatique, ni dans quelque chose de systématique. Et il faut savoir que le versement de cette redevance, il est obligatoire. Donc vous êtes tenu, quelque part presque contractuellement, de verser ce droit de terrasse, et vous ne pouvez pas vous exonérer unilatéralement de ce droit de terrasse. Donc, dans les communes, dans les différents endroits où des mesures locales n'auraient pas été prises pour l'aménagement de ce droit de terrasse, nous, ce qu'on préconise, et un peu sur ce dont vous a parlé Baptiste, on a prévu quelques courriers types qu'on a déjà, qu'on diffuse de façon gracieuse, de courriers types, de demandes d'exonération du versement du droit de terrasse, du versement de la redevance d'occupation du domaine public. Il peut également être prévu une demande de remise gracieuse auprès par exemple, de la commune, c'est-à-dire si vous êtes déjà acquitté de 1, 2, voire 3 mois de droit de terrasse, que votre terrasse, de fait, elle est fermée. Dans ces cas-là, on peut prévoir de solliciter auprès de la commune une remise gracieuse des sommes qui auraient été déjà versées, afin que celle-ci vous rembourse ces sommes. Il est important, à notre sens, de bien démontrer pour le restaurateur ou pour tout établissement que finalement les conditions d'exploitation de cette terrasse ont été fortement dégradées. Alors, je pense par exemple à certains restaurateurs qui ont continué par exemple la vente à emporter, notamment en faisant des aménagements sur leur terrasse pour distribuer les plats, par exemple, à emporter qu'ils auraient pu prévoir. Je ne dis pas que c'est rédhibitoire, je dis juste que c'est un élément qui pourrait être pris en compte par une commune lors d'une demande de remise gracieuse du droit de terrasse. Donc voilà. Aujourd'hui, on a un droit de terrasse qui n'est pas automatiquement suspendu ni automatiquement remboursé. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Normalement, vous êtes tenu de verser ce droit de terrasse. Pour autant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au cas par cas par les différentes villes. Récemment, le gouvernement a annoncé, enfin récemment, ça fait déjà un mois, c'était le 24 avril dernier, a annoncé une suspension de tout ce qui était redevance justement d'occupation du domaine public, mais pour tout ce qui relève de l'État. Et il a annoncé la publication d'un guide pour les collectivités territoriales. Quand je dis collectivités territoriales, c'est principalement les villes, un guide pratique à destination des villes qui veulent justement suspendre ou exonérer les restaurateurs du versement de cette redevance. Mais ce guide n'a toujours pas été publié, donc il faut malheureusement, à défaut d'une action, on va dire de mesure centrale, il faut à ce stade s'en remettre soit aux actions décidées localement, notamment par beaucoup de communes aujourd'hui prennent des délibérations pour annoncer qu'elles suspendent ou qu'elles annulent purement et simplement le règlement, ou solliciter directement du gestionnaire du domaine qu'on occupe, principalement la ville, solliciter soit une suspension du versement de droit de terrasse jusqu'à réouverture, voire une remise gracieuse des éventuelles redevances qui auraient été versées. Donc ça, c'est vraiment sur la première partie, tout ce qui va être le versement en tant que tel du droit de terrasse. À la fois être vigilant par rapport aux mesures qui ont été prises par la collectivité, par la commune, par la ville, pour savoir si on peut bénéficier de cette exonération, de ces suspensions, et de l'autre, si ce n'est pas le cas, solliciter de la part de la commune une exonération, une remise gracieuse de ce droit de terrasse dont on est normalement, dont chacun qui a une terrasse doit normalement s'acquitter
malheureusement, peu importe les circonstances. Donc, deuxième volet, toujours lié aux terrasses, il est aujourd'hui beaucoup question de l'extension des terrasses. Je pense que vous en avez déjà parlé ici et vous en avez entendu parler. Aujourd'hui, les mesures sanitaires qui sont imposées au restaurant, c'est notamment une personne tous les 4 mètres carrés pour une personne, pas plus de 10 personnes en salle. Donc, ça restreint de fait de façon très importante la capacité d'accueil des différents restaurants. Là, ça restreint aussi la capacité des terrasses existantes. Donc, se pose la question de l'extension de ces terrasses. Aujourd'hui, je tue un peu le suspense d'emblée. Aujourd'hui, rien pour l'instant de concret n'est prévu sur cette question d'un point de vue central. Et on observe au cas par cas des villes qui annoncent des actions en la matière. Nantes, Bordeaux, Rennes, Biarritz, voire je crois Toulouse également ont annoncé parmi les premières villes qu'elles allaient piétonniser même certaines rues pour permettre une extension des terrasses. Paris récemment vient d'annoncer que ce serait aussi le cas jusqu'au mois de septembre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de, alors, par exemple, il n'y a pas de décision, on va dire, collective qui a été prise. Donc, il faut vraiment également s'en remettre au cas par cas. Et en plus, les procédures d'extension, procédures de demande ne sont pas encore connues. Donc, il faut être vigilant, surtout que naturellement, vous avez, du fait de votre autorisation d'occuper le domaine public de votre droit de terrasse, vous êtes contraint par la surface qui vous a été allouée et vous ne pouvez pas unilatéralement de vous-même étendre la terrasse. Il y a des impératifs de sécurité publique, de salubrité, qui font que vous ne pouvez pas occuper une partie du domaine public pour lequel vous n'avez pas reçu d'autorisation. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Là-dessus, sur un peu le même modèle que la remise gracieuse, nous, ce qu'on préconise, c'est de contacter directement la ville et les services de la voirie ou de gestion du domaine. Typiquement, ça va être la personne qui vous a accordé l'autorisation, qui vous a accordé le droit de terrasse, pour solliciter dès à présent une extension de votre droit de terrasse. Il est important, je pense, dans cette demande, de bien montrer quelles ont été les conséquences du Covid-19 et des mesures qui ont été prises, surtout des mesures qui ont été prises par le gouvernement sur votre activité, les conséquences futures des mesures annoncées, la réduction de la capacité d'accueil de l'établissement, pour motiver au mieux votre demande d'élargissement de terrasse. Je pense qu'aussi, il est important que vous puissiez montrer aux gestionnaires la façon dont vous comptez agrandir cette terrasse. J'entends que quand une autorisation vous est donnée, elle vous est toujours donnée, l'autorité administrative, elle évalue toujours, quand elle vous octroie une autorisation, s'il ne va pas y avoir de gêne à la circulation, s'il ne va pas avoir un impact sur la sécurité publique, si les immeubles aux alentours, les accès ne sont pas gênés, si les règles d'hygiène sont respectées. Donc, c'est autant d'éléments qui ont justifié le droit de terrasse initial qui peuvent être mis en avant par vous pour justifier une extension de droit de terrasse. Par exemple, un exemple très concret, vous avez une terrasse devant vous qui s'étend sur 2 mètres, sur 5 mètres. Vous pouvez peut-être faire une démonstration que, en étendant cette terrasse de 2 mètres supplémentaires vers la rue, il y a un passage qui sera conservé pour les piétons. Vous n'allez pas gêner la circulation. Donc, c'est des éléments qui peuvent être très concrets, qui peuvent être utiles à l'appui de votre demande. Sur un peu le même modèle, nous, on a mis en place un modèle de courrier qu'on a déjà diffusé, 2 demandes d'extension de terrasse,
à adresser aux différents gestionnaires qui permet de solliciter au moins l'approbation du gestionnaire de terrasse. Même si, encore une fois là-dessus, le dernier mot revient toujours au gestionnaire du domaine, puisque de fait, lui, il est responsable et de son domaine, du domaine public, et de plusieurs impératifs qui sont notamment la sécurité publique. C'est-à-dire, il ne va pas permettre l'extension d'une terrasse qui aurait pour conséquence un passage des piétons, par exemple, sur la route ou trop près, par exemple, de la route. Donc, voilà sur ces deux éléments. J'étais plus court et plus synthétique que Baptiste, parce que... mais voilà, donc on a aujourd'hui pas d'initiative, on va dire, collective sur ces deux sujets. Donc, ça nécessite à la fois d'être vigilant aux actions qui ont été mises en place localement, et si aucune action n'a été mise en place localement, de solliciter sur les deux sujets le gestionnaire du domaine public, c'est-à-dire très concrètement la personne qui a octroyé le droit de terrasse. Merci Laurent, merci beaucoup. C'était très clair et effectivement succinct et tant mieux puisque ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va peut-être prendre juste une ou deux questions. Alors, il y a une question de Nel Donne. Refus de ma demande de droit de terrasse sur le domaine public, entre parenthèses, enceinte d'un hôpital, invoqué au motif que ma demande devait passer par un marché public. Alors là, ouais, c'est un peu surprenant. Bon, on est un peu dans le cas de... en fait, on est déjà sur le domaine public. Donc, c'est un établissement qui est installé en fait, il n'est pas installé sur la rue. Il est installé déjà dans un bâtiment public. Donc, il y a des règles un peu spécifiques. Ça me surprend qu'on puisse passer par un marché public. Il faudrait voir en détail le courrier de refus, voir sur quel motif il se fonde. Mais c'est assez surprenant. Est-ce que c'est une demande de droit de terrasse pur ou est-ce que c'est une demande d'extension de droit de terrasse à voir. Ok. De la même façon que Baptiste, je peux mettre d'ailleurs mon adresse mail en parallèle sur le chat. Sur les sujets relatifs aux terrasses, comme ça les personnes peuvent contacter directement. Ouais. Alors, Rémi demande qui on doit contacter à Paris. Peut-être vous avez déjà répondu. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est ça? Même à Paris, Alors, Paris, ils ont annoncé, le Conseil de Paris a annoncé il y a 2 jours, ils ont voté en fait une exonération à la fois du droit d'enseigne, des taxes des déchets ménagers, donc c'est aussi commerciaux, donc c'est aussi intéressant, et une exonération des taxes de terrasse, une suppression pour 6 mois. Il faut s'adresser, je pense, directement à l'autorité qui a délivré l'autorisation de terrasse, ou plus généralement au service voirie ou au service économique. Je pense qu'ils vont mettre un service dédié parce qu'ils risquent d'avoir un afflux de... il risque d'avoir un peu un afflux de demandes, je pense. Et vous avez parlé des restaurants donc, qui avaient déjà une terrasse pour l'étendre. Ouais. Ceux qui n'en ont pas du tout, est-ce qu'ils peuvent faire des demandes? Pardon? Ceux qui n'ont pas du tout de terrasse, est-ce qu'ils peuvent faire une demande? Ouais, de la même façon, je pense qu'il est possible. Enfin, il faut s'adresser au service qui gère la voirie, puisque de fait, on va s'installer sur la voirie publique, sur le domaine public. Donc, de la même façon, aujourd'hui, il est question d'une extension, mais en soi, si on va dire qu'on a les différents facteurs les différents feux sont ouverts entre la sécurité publique, la place pour installer une terrasse. À mon sens, il est parfaitement possible de solliciter l'installation d'une terrasse provisoire. Hein. Même l'extension est provisoire. J'avais entendu que ça pouvait être sur des places de stationnement. Est-ce que c'est ça qui est envisagé? Alors à Paris, c'est ce qui est envisagé, c'est-à-dire de fermer les emplacements de stationnement qui sont prévus, qui sont sur la voie publique, pour justement y installer les terrasses.
Question de Franck, mais j'imagine qu'il faudrait peut-être avoir une raison plus spécifique. D'ailleurs, j'en profite. Bonjour Franck. On lui refuse sa terrasse alors qu'il a 4 mètres carrés de trottoir. Mais il faudrait voir. Il faudrait voir, malheureusement, après, c'est aussi une appréciation de la part du gestionnaire du domaine qui, lui, va faire un arbitrage entre extension de la sécurité publique, à voir dans quelle commune, dans quelle ville on est situé et les spécificités de l'endroit. Ok, et je crois qu'il n'y a plus d'autres questions sur le sujet des terrasses, donc on va se quitter maintenant. Merci encore Laurent, merci à Baptiste, je crois qu'il est déjà parti. Donc vous avez les contacts de Laurent et Baptiste donc sur les deux sujets relatifs donc aux assurances. Ah ben voilà, je crois que Baptiste se reconnecte. J'étais pas parti, mais comme à cause des problèmes de connexion, je m'étais mis en auditeur libre. D'accord. Très bien. Et ben merci encore à vous, Baptiste. Donc, pour ceux qui ont suivi aujourd'hui le webinaire, vous allez recevoir le replay automatiquement, donc directement dans votre boîte mail. On va poster sur le blog de ZenChef donc des articles en lien avec les sujets qui ont été abordés. Et vous pourrez également télécharger, on va faire en sorte que vous puissiez télécharger les modèles de lettres, peut-être pour éviter que vous ayez des centaines de mails à répondre, Baptiste et Laurent, voilà, directement sur le blog de ZenChef. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous retrouve donc ce jeudi pour un webinaire qui va être très intéressant sur le sujet de l'éco-responsabilité avec Ecotable et puis le chef Thibaut Spivak qui est un chef qui a mis en place des démarches éco-responsables depuis l'ouverture de son restaurant. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet de l'éco-responsabilité dans vos établissements, vous pouvez nous rejoindre donc ce jeudi qui vient à 15h. Merci encore à tous, très très bon après-midi et bon courage pour la préparation de la reprise. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye.